Lorsque l'on examine les façons dont les recrutements sont effectués, on est en face d'un certain nombre de contradictions. Si l'on raisonne basiquement, on pourrait considérer qu'un recrutement, ça doit être effectué en vue de fournir les meilleurs candidats possibles aux entreprises avec des méthodes prouvées, scientifiques, valides, etc. Or, ce que l'on observe, c'est pas du tout le cas. Systématiquement, c'est l'allégeance qui est préférée. On préfère un candidat qui soit très allégeant, quitte à ce qu'il soit dans chacune des autres dimensions de la personnalité classé à un niveau beaucoup plus bas. Tous ces pseudo-tests psychologiques, tous ces jeux de rôle que l'on organise pour sélectionner le personnel, je dirais qu'avant tout, ça a pour objectif de voir ceux qui acceptent de se soumettre à ce jeu stupide. Parce qu'on a plus de probabilité qu'ils acceptent ensuite de jouer le rôle qu'on attend d'eux dans le monde de l'entreprise. Vous avez un très bon CV, d'excellentes références, monsieur Dugenoux. Mais avez-vous de la chance? S'il en faut, j'en aurai. Je vais vous faire gratter quelque chose. Graphologie. Non, test illico. Beaucoup plus rapide. Alors? 5000. Vous avez une chance insolente. Et ça, je ne sais pas si c'est très bon pour votre dossier. L'entreprise demande ce type de gens, c'est-à-dire des gens auxquels on peut faire potentiellement n'importe quoi, à condition de ne pas s'impliquer trop. Mais si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, ça donne des gens qui s'en foutent tellement qu'au fond, ils vont finir par s'aborder le système. Maintenant, les gens qui évoluent, c'est pas forcément les gens qui ont le plus de compétences. On fait évoluer certaines personnes parce que ces personnes-là, on a besoin qu'elles évoluent sur ce poste-là. Donc c'est un système, on met des rapporteurs, on met des gens qui sont là, je parle au niveau des chefs d'équipe, c'est pour rapporter ce qui se passe dans les services. C'est plus des surveillants que des gens qui vont qui vont animer une équipe, par exemple. Donc il vaut mieux un mec qui a des crédits sur le dos, qui a une bonne vie de famille, qu'un mec qui a rien à perdre. Mais qui a rien à perdre, c'est emmerdant. Le mec qui a sa famille, sa bagnole, sa maison, il peut pas se permettre de pas rentrer dans le moule. Il perd son travail, il perd tout. Donc il vaut mieux des mecs comme ça, c'est sûr. C'est encore une fois, de l'esclavage, quoi. On verrouille tout et le mec a pas le choix. Je pense qu'il y a un énorme gâchis, mais comme dans la société, finalement, c'est à l'image de la société. Dans la société aussi, il y a un énorme gâchis. Il y a beaucoup de gens qui sont au chômage, qui pourraient faire des choses formidables. Donc c'est à cette image, en fait, au fond. Et puis, effectivement, il y a aussi beaucoup de gens dans les entreprises qui sont parfois surdiplômés, qui font des choses qui sont un petit peu bébêtes, alors qu'ils pourraient faire des choses beaucoup mieux, mais qu'on ne sait pas quoi leur donner à faire. On s'étonnera pas là non plus de trouver de la discrimination et de l'inégalité. Parce que ça veut dire qu'on fait monter donc essentiellement des hommes jeunes blancs, hétérosexuels, bons pères de famille, ingénieurs ou sortis de grandes écoles de commerce, et que les jeunes universitaires, les jeunes sortant d'université, les femmes et tout un tas d'autres populations n'ont pas leur place là-dedans. Bon, disons que mon point faible pour ce poste, c'est d'être une femme. Donc une pondeuse qui sera enceinte tous les 2 ans, qui devra être rentrée chez elle à 19h pour s'occuper de ses mômes, et qui vous fera un procès pour harcèlement sexuel quand vous lui pincerez les fesses à la photocopieuse. En revanche, l'avantage, c'est qu'à travail égal, vous allez me payer 30% de moins qu'un homme. Mais bon. Bonjour madame. Tout à fait. Exactement. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Ça n'engendrera pas du tout de problème technique au niveau de la télévision. D'accord. Une fidélisation. Bonjour Céline, à votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, ce que l'on veut formater, c'est plus simplement l'activité productrice, c'est y compris le sourire. C'est-à-dire qu'on a une sorte de taylorisation du sourire. L'entreprise veut formater la part la plus intime du personnel. C'est le fameux bam, bonjour, au revoir, merci. Je dirais de la caissière dans l'hypermarché, de l'hôtesse dans les caisses des autoroutes. Il est prévu sur la fiche de poste qu'on doit regarder
le client dans les yeux et lui sourire de telle ou telle façon. Lorsqu'une entreprise en arrive là, c'est-à-dire à vouloir normer, y compris, je dirais, ce qu'il y a de plus humain, c'est-à-dire l'échange d'un regard, l'échange d'un sourire, on est dans la déshumanisation la plus totale. Tes résultats globaux sont à une excellente moyenne. Les seuls petits bémols que je mettrais, c'était simplement au début, au niveau de l'accueil personnalisé. Tu as eu un petit peu de mal au niveau de la phrase d'accueil. Ça a été très très vite corrigé, donc ce qui a fait un petit peu baisser ta moyenne. Alors, tu me dis si tu es d'accord, bien évidemment. Bien sûr. Par rapport donc, aux axes d'amélioration et également les points positifs. Donc discours, toujours très fluide, dynamique et souriant. Alors, ta moyenne sur la période, Céline, sur la période du mois de mai, était de 11,09 clients fidélisés par jour pour une moyenne de 10. Donc, tu t'es stabilisé et toujours au-dessus de l'objectif. La subtilité de l'entreprise, c'est d'arriver à induire ces valeurs qui sont les siennes par rapport aux êtres. Elle le fait de nous-mêmes qui sommes des êtres, des outils de performance. Et du coup, on ne parle plus de qu'est-ce que tu fais en entreprise, mais sur quoi tu es mesuré, par exemple. C'est la question rituelle. Et on est mesuré surtout, même sur nos qualités humaines. Maintenant, les graphiques en entreprise, c'est mesure en résultat et mesure en qualitatif. On mesure le qualitatif. Est-ce qu'on a été aimable? Est-ce qu'on a été coopératif? Est-ce qu'on s'est écouté? Donc toi, comment tu commenterais tes résultats quanti de la période mai-juin? Au début, ça a été un peu difficile, mais donc c'est vrai qu'on voit l'augmentation à partir de mai jusqu'à juin. Tout à fait. Donc j'ai bien monté parce que justement, je me suis adaptée à la base. Donc, et je pense qu'après, au mois de juillet, ça ira encore mieux. Mais il n'y a pas de raison de toute façon. Parce que là, je suis bien intégrée dans le service. D'accord. Donc il n'y a pas de souci. Donc moi, par rapport à ça, je peux mettre un grand bravo sur ta gestion de dossier. Et c'est vraiment quelque chose qui a été très très appréciable pour moi. Ok. Donc là, je peux mettre un grand bravo. Très bien. Souvent, on va passer par des systèmes d'auto-évaluation. C'est-à-dire à partir du moment où l'évaluation a pour objectif de déterminer une sanction positive ou négative, il faut que l'individu puisse accepter cette sanction. Et il n'est pas de meilleur système pour cela de le faire participer à son évaluation pour qu'ensuite il parte d'accord avec l'évaluation à laquelle il aura été confronté. Tous les matins, donc tous les cadres sont convoqués au brief. Et au brief, c'est les coups de bambou. C'est-à-dire que la direction arrive avec ses feuilles de chiffres et prend secteur par secteur. Donc déjà, c'est la parole à chacun son tour. Qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, j'ai rien à dire. Non, vous trouvez quelque chose à dire. Vous êtes satisfait de vous? Vous avez rien à annoncer? Non, j'ai rien à dire. Bon, alors le mec, il prend les chiffres, le directeur. Ouais, et ça. Vous êtes un incapable, c'est quoi ce délire? Si vous n'êtes pas capable de respecter les objectifs, vous n'avez rien à faire ici, quoi. Donc c'est une réunion de tous les cadres où les mecs se font humilier en public. C'est l'apprentissage des pires usages de l'instrumentalisation et de l'utilisation stratégique d'autrui, qui sont monnaie courante, qui sont considérés comme bien. Agressivité souhaitée. Ça fait presque partie, c'est presque ce qui est écrit sur le profil de poste. Il faut des gens qui soient prêts à vendre père et mère. Voilà, cela on veut d'eux. Et tu sais, le TR600 qui pourrissait au dépôt. Celui qui plantait tout le temps? Ouais, je l'ai vendu ce matin. Trop fort. Attends, le mec il vient, genre, je sais pas, je suis pas sûr. Et là, l'erreur, il me fait, on conseillait quoi? En plus, j'ai refilé une console TX à 2 plaques. Cash. Oh, j'adore. Tiens, je peux t'en prendre un bout? Tu payes comment? Quand on leur raconte qu'il faut produire de la peur parce que ça va mobiliser les troupes, on leur demande d'adhérer à une idéologie qui est celle qui banalise le mal qu'on va faire à l'autre. Banaliser le mal qu'on va induire dans la chaîne, dans l'atelier ou bien sur le plateau technique téléphonique, ça implique de se couper de la souffrance qu'on éprouve soi-même, donc la mise en place d'un bétonnage extrêmement puissant vis-à-vis de ses capacités de compassion, d'empathie. Et ça implique donc du coup de devenir totalement inaccessible à la souffrance de l'autre. Et une fois que ça c'est en place, alors on peut raconter l'idéologie sur la guerre économique. On est tous des soldats et donc on n'a pas d'autre choix que de demander à tout le monde de faire plus. Et on n'a pas d'autre choix que d'utiliser ces méthodes-là
elles sont devenues nécessaires. En tant que manager aujourd'hui, je suis dans une situation extrêmement classique qui se caractérise par un environnement concurrentiel de plus en plus compliqué qui fait de plus en plus de mal à l'entreprise, par des projets de plus en plus nombreux qu'il faut mener de front et qui engendrent des complexités et qui nécessitent des compétences de plus en plus variées, par beaucoup de stress parce qu'il y a une grosse pression sur les résultats et que pour survivre aujourd'hui, une entreprise dans son environnement ne doit pas seulement être bonne, elle doit même être très bonne, et une fois qu'elle a été très bonne, elle n'a plus tellement le temps de s'arrêter pour se dire qu'elle a été très bonne, elle a intérêt à se demander comment elle doit devenir excellente. Donc effectivement, je suis dans une situation difficile. S'il y a des salariés qui perdent leur emploi, monsieur, et les autres, je vous citerai qu'il y a des actionnaires qui ont perdu la quasi-totalité de leur capital. Il y a d'un côté un pôle économique qui induit une performance et une obligation de performance toujours accrue, qui a trouvé effectivement une expression très très forte dans cette exigence d'un rendement de 15% par an sur capitaux investis, et donc qui est devenu une norme de rentabilité pour les entreprises. Donc on est dans un processus fou dans lequel effectivement la dimension économique et financière des choses fait que passe à la trappe beaucoup la dimension humaine et sociale. C'est une nouvelle forme d'organisation du travail, c'est une vraie révolution, qui a toujours été le rêve des organisateurs, mais qui n'avaient jamais pu mettre en œuvre jusqu'à ce que l'informatique soit là. Et tout à coup, ça devient possible. À partir de ce moment-là, dans la mesure où chacun peut être contrôlé individuellement, et pire que ça, on peut même maintenant exiger, puisqu'on lui dit après tout, vous débrouillez, pour le chemin que vous empruntez, ça ne m'intéresse plus, le mode opératoire, je vous le prescris plus, ce que je veux, c'est le résultat. Ce qui peut arriver avec le flux tendu ou la pression que les salariés se mettent par rapport à l'organisation d'entreprise, c'est par exemple de chanter les sécurités pour faire plus de pièces dans le même temps. Donc les salariés trichent pour faire les délais pour les clients, ou alors ils trichent pour être peut-être mieux vus que leurs collègues parce qu'ils pourront justifier qu'ils ont fait plus de pièces dans le même délai qu'un collègue qui va respecter les procédures. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe, hein. C'est humain, hein. Il y a toujours quelqu'un qui va aller au truc pour augmenter la vitesse. Ouais. Et ça, malheureusement, la direction, des fois, c'est pas eux qui le demandent, c'est les gens d'eux-mêmes qui le font. C'est ça le plus critique dans l'histoire. C'est que c'est les gens, sans s'en rendre compte, qui font leur mal eux-mêmes. Ce qui est entre nous et qui permet la pluralité des hommes a été détruit. Ce monde a été détruit par les formes d'organisation du travail, et notamment par les nouvelles formes que sont l'évaluation individualisée des performances, la qualité totale, qui est le pire des contresens théoriques possibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais évidemment frauder pour essayer de faire croire que j'ai la qualité totale. Donc tout le monde ment. Ça oblige la plupart d'entre nous à tricher et à mentir pour obtenir la certification, condition même de la survie économique. Et puis tout à coup, retour du réel, ça s'effondre. On se rend compte que l'entreprise n'est pas du tout ce qu'elle prétend être, et toutes les spéculations qui sont faites sur ces résultats sont des spéculations aberrantes, puisque précisément c'était pas du tout la réalité. C'était un complexe industriel. Il n'en reste plus rien. 10h20 ce matin, une explosion gigantesque dévaste l'usine pétrochimique AZF. Une usine qui produit des engrais à la périphérie de Toulouse. L'explosion aurait eu lieu dans l'un des ateliers d'AZF, une tour de stockage de nitrates. À sa place, désormais, un cratère de près de 50 mètres de diamètre. L'usine de Toulouse a sauté, 36 morts, je crois, plus tous les blessés, plus les destructions de la vie, etc. Pourquoi ? Pour une entreprise qui avait qualité totale, toutes les certifications. Évidemment, tout est faux. Parce qu'il n'y a pas de qualité totale si on prend des sous-traitants. Un chimiste n'aurait jamais été déposer les sacs là où il est allé les déposer. Un chimiste dit, attendez, s'il n'y a pas l'étiquette dessus, moi je ne pose pas, c'est tout. Voilà, c'est des règles de métier.
Pas de règle de métier, on prend un sous-traitant, il connaît rien, on lui dit tu vas poser ça là-bas, il va poser, tout saute. Qualité totale, tout est faux. Donc on ne sait plus où on en est. Et alors, ça veut dire quoi on ne sait plus où on en est? Ça veut dire que pour ceux qui travaillent, le rapport au travail est un rapport déstructurant.